Nous, en fait, ce qu'on propose, c'est, en fait, on réinvente l'accompagnement à l'international. Et comment on le fait ? On le fait, en fait, en intégrant 3 services. Le market intelligence, ensuite le go-to-market et l'exécution. Définir ensuite sa stratégie. Et quand je parle de stratégie, c'est avant tout aussi même une tactique. Quelle tactique est-ce que je vais utiliser ? Comment je vais être smart et malin ? Parce que, bien évidemment, sur le marché dans lequel je vais aller, sauf cas contraire où il n'y a personne, s'il y a déjà du monde, comment est-ce que tu fais pour pouvoir, en fait, te différencier de ta concurrent ? Et là, en fait, il y a une tactique à utiliser. On a une vision ambitieuse. Ok, ça qu'on aime. Ici, on aime ça. Nous, on a fixé comme objectif dans les 5 ans à venir d'accompagner une 50aine d'entreprises, de contribuer à générer à peu près 500 millions d'annual recurring revenue. Ouais, ARR. Si nous, les personnes qui sont capables de réussir, d'avancer, de surmonter les obstacles, de monter les Kalimandjaro, on n'est pas en mesure de pouvoir apporter toute cette expertise pour une cause qui transcende nos bords politiques, nos religions, nos origines, pour le futur en fait de notre planète et de nos enfants, bien finalement, qui est-ce qui le fera ? Monsieur Sylvain Mogad, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va ? Ça va, très très bien. Bon, je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, et notamment sur ce sujet-là, Kalimandjaro expert. Pourquoi ? Parce que toi, tu es vraiment un expert dans ton domaine. Je sais pas si tu connais la loi des 10 000 heures, on parlait de livres juste avant, t'as déjà entendu parler de cette loi ? Vas-y, je t'écoute. Disons que pour être un expert dans son domaine, faut que tu aies fait une chose pendant 10 000 heures. Et toi, en l'occurrence, tu as fait 25 ans de sales à l'international. Donc là, on peut dire vraiment que tu es un expert du domaine. On est d'accord ? J'ai quelques heures de vol. Voilà, exactement. Si on prenait l'image d'un pilote, tu as pas mal d'heures de vol. Pas mal d'heures de vol aussi sur un sujet qui, pour nous, est important. Parce que c'est bien de performer de faire en sorte que son entreprise performe au niveau local. Mais une fois que t'as poncé ta niche au niveau local, en fait, t'as des opportunités à l'international. Et je vois beaucoup de gens qui ont peur de s'internationaliser. Beaucoup. Des gens avec lesquels je parle, tu leur dis, oui, mais peut-être que ton produit, que ce soit en Europe ou en Afrique ou même aux États-Unis, il pourrait bien marcher. Ceux qui sont dans la Startup Nation, on voit que leur rêve, c'est le marché français, il est trop petit, 60 millions d'habitants. Et ils ont besoin de taper au moins l'Europe, voire plus. Mais ils savent pas comment faire. Ils savent pas par où commencer. Et c'est là que toi, t'interviens. On est d'accord ? Ouais, absolument. Oui, absolument. Et ils ont pas tort, parce que c'est complexe. Ouais. C'est complexe. On peut pas y aller du jour au lendemain. Il faut être préparé. Il faut être accompagné. Il faut pouvoir soit d'origine avoir une conception et une ADN, un processus qui va être dimensionné pour pouvoir être calibré à l'international, et ensuite de pouvoir exécuter en fait cette stratégie. Mais il faut effectivement qu'il y ait une forme d'alignement des planètes pour pouvoir faire en sorte que de l'idée, on passe en fait à l'exécution et au résultat, et surtout au résultat. Et en fait, c'est presque repartir en fait d'un tableau blanc, d'une page blanche, pour pouvoir inventer finalement ou réinventer finalement un business qui va pouvoir permettre de pouvoir passer en fait à un autre niveau en fait la société et l'entreprise, et du coup aller plus vite que les autres, parce que il y a un enjeu concurrentiel aussi qui est important, mais par contre il faut le faire d'une manière qui va permettre de pouvoir faire en sorte que ce soit vraiment efficient, avec cette stratégie, avec ces investissements qui vont être calibrés, avec ces risques qui vont être maîtrisés, et avec l'ensemble des sachants, l'ensemble des experts qui vont bien, qui vont permettre de pouvoir accompagner l'équipe dirigeante dans en fait cette nouvelle aventure. Et c'est là, toi, tout ton art, tout ton sujet, qui consiste à dire, bon, c'est un pari d'aller à l'international, mais toi, tu considères qu'il y a une science de la conquête internationale, et toi, t'es un scientifique de la conquête internationale, on peut dire. Oui, complètement. Voilà. Après, c'est une science. Pourquoi ? Parce que
c'est sur la base en fait d'une expérimentation. J'ai pu travailler en fait pendant presque plus de 12 ans en fait dans des techs, dans des entreprises tech, des multinationales qui ont effectué en fait ces parcours. Ce sont des choses qui ont déjà été faites, mais eux effectivement ont vécu les écueils. Et j'ai vu les écueils de l'intérieur. Okay. J'ai vu les problématiques que ça cause lorsqu'il y a de la friction entre le conseil, entre la stratégie, entre le recrutement des équipes, entre le management de ces équipes à distance, entre l'exécution, les énormes fossés qu'il peut y avoir entre les ambitions de la direction, les moyens qu'ils mettent en face et les résultats. Et surtout le timing. À quel moment est-ce qu'ils espèrent effectivement avoir avoir des résultats? Et en fait, à tous les niveaux, ça crée de la frustration. À tous les niveaux. Et donc, du coup, c'est sur la base de ces 15 années d'expérience avec lesquelles j'ai travaillé avec Microsoft, avec Cisco, qui gère, avec Microsoft qui a plus de 450 000 partenaires, avec Zebra Technologies, donc une entreprise américaine, leader mondial du data management. Eh bien, ces entreprises-là ont réussi, ils sont parvenus, alors à coup de millions, ils ont réussi effectivement à mettre en exécution en fait cette stratégie. Et moi, j'ai pu voir de l'intérieur quels problèmes est-ce qu'ils ont rencontrés et comment est-ce que moi à l'intérieur, on aurait pu améliorer en fait ce processus. Et c'est comme ça que Glexscale est né. Ok. C'est quoi ton ambition avec Glexscale, pardon. Dans quelle mesure, ou bien quel est ce Kalimandjaro que tu veux atteindre? Surtout que toi, tu as choisi la Green Tech. Pourquoi? Où est-ce que tu veux aller? Alors en fait, l'histoire, elle est simple. C'est que, comme je te dis, ça fait 25 ans que je fais de la promotion et je propulse en fait des solutions technologiques innovantes en France, mais aussi à l'international. En Europe, j'ai voyagé beaucoup. Et j'ai réussi en fait à générer des millions sur des solutions extrêmement complexes avec des cycles de vente compliqués. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, mais Sylvain, tu sais faire du complexe, tu sais générer du business, tu sais fédérer des équipes, tu sais recruter des partenaires, tu sais identifier des synergies, tu sais mettre en place des plans d'action. Mais pourquoi est-ce que quelque part, en fait, tu ferais pas quelque chose qui va te rendre fier aussi par rapport à tes enfants, par rapport à la complexité dans le monde dans lequel on vit, les enjeux géopolitiques aujourd'hui, et des problématiques climatiques que nous, on a créées, que nos technologies et les technologies, en fait, que moi, j'ai vendues pendant ces 25 dernières années, qui, effectivement, sont génératrices, en fait, de ces émissions de gaz à effet de serre. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je mettrais pas toute mon expertise, tout mon talent pour pouvoir, en fait, propulser l'adoption de ces innovations à la même vitesse que la propulsion, en fait, de solutions qui génèrent le problème. Et en fait, je me suis dit, mais moi, ce que je souhaite, c'est que finalement, on parvienne pour nos enfants à réussir à tirer profit et maximiser le potentiel, en fait, de la technologie, mais pour le bien, en fait, de la préservation de nos ressources pour nos enfants. Là, j'étais la semaine dernière, en fait, à un salon Polytech à Lyon. Et c'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu qui concerne tout le monde, quelle que soit la génération, quelle que soit la couleur, quelle que soit sa nationalité. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Et si nous, les personnes qui sont capables de réussir, d'avancer, de surmonter les obstacles, de monter les Kalimandjaro, on n'est pas en mesure de pouvoir apporter toute cette expertise pour une cause qui transcende nos bords politiques, nos religions, nos origines, pour le futur, en fait, de notre planète et de nos enfants, bien finalement, qui est-ce qui le fera? Donc moi, mon Kalimandjaro, c'est finalement ça, c'est de me dire que, voilà, aujourd'hui, et en plus, je viens de la Martinique. La Martinique, ça fait, depuis l'âge de 4 ans, j'y vais presque tous les ans. Je constate là le dérèglement climatique. Comment? Parce qu'en fait, quand j'y allais en 1983,
première fois que j'y suis allé. Et quand j'y suis allé l'année dernière, tu peux pas rester 10, 15 minutes au soleil. Les personnes, même les personnes âgées ou les personnes les plus jeunes, tu commences en fait à avoir la transpiration. Ok, le soleil, il cogne plus. Ah, mais il cogne, mais 10 fois plus. J'ai vu qu'il cognait, mais pour moi, c'était normal. Ah ouais, mais tu étais allé en Guadeloupe, toi, récemment. Mais vraiment, il y a les problématiques des sargasses, il y a plein de problématiques climatiques. On le voit, on en parle, on parle des enjeux de la réduction, de l'augmentation de température, tu sais, à 2 degrés. Ouais. Et en fait, la problématique, c'est que je m'aperçois que, à cause des enjeux géopolitiques, il y a un refléchage, en fait, des investissements. Là, je lisais dernièrement, en 2025, 40% de baisse d'investissement des fonds dans des solutions green tech. 40% depuis 2025. Alors même que c'est crucial, parce que c'est ça le sujet. C'est toujours aussi crucial. Il n'y a pas eu de diminution du besoin. En fait, on n'investit plus dans les green tech. Mais c'est ça, parce que effectivement, je comprends après. Tu vois, il y a des problématiques. Il y a des problématiques de défense. Il y a, tu vois, comment il s'appelle, le chancelier allemand, qui est en train d'essayer de revoir en fait auprès de l'Union européenne l'interdiction du diesel, parce qu'il y a des enjeux économiques. Et je le comprends. Maintenant, ce que je me dis, c'est que il y a des emplois sur la table. Mais par contre, en face de ça, il y a des enjeux qui nous dépassent. Il y a des enjeux qui nous dépassent. Et la technologie, pour moi, et comme ça l'a toujours été, est un vecteur de création, est un vecteur en fait qui permet de transformer et qui va nous permettre d'être résilients. Même si c'est elle qui a créé le problème. Même si c'est elle qui crée le problème et qu'elle est capable de pouvoir le résoudre. Et en fait, il y a besoin de personnes comme moi qui sont capables de pouvoir se dire, OK, je sais quand c'est difficile, je sais quand je suis tout seul, effectivement, de dire quand je vois que la cour elle est en train de se réduire en nombre de personnes qui lèvent la main pour pouvoir y aller, mais je me dis moi je vais y aller. Je sais comment faire pour y aller, je sais m'adapter, je sais comment faire pour avancer. On est des bosseurs. On sait définir des stratégies, on sait identifier en fait les bons KPIs qui vont bien. On sait comment collecter du financement, on sait convaincre. Allons-y. Allons-y. Et parce que moi, il y a beaucoup de gens quand même qui me disent la technologie a créé le problème, elle va pas le régler. Il faut aller chercher autre chose. Et tout ce qu'on fait, par exemple l'IA sur lequel moi je suis à fond à 2000%, mais en fait, elle semble pas être en train de régler le problème. Au contraire, tu vois. Quels sont les projets que toi tu as envie d'accompagner, tech, qui peuvent régler ces problèmes? Alors, j'imagine que on peut parler d'hydrogène, de tous ces trucs-là. Alors, en fait, nous, on est, alors c'est vrai, très sélectif sur les projets qu'on accompagne. On utilise aussi de l'IA. Parce qu'en fait, moi, je me cache pas derrière le fait de se dire, il faut être à 100% vertueux pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le premier pas. Moi, j'y crois pas à ça. Moi, je me dis que on utilise les moyens. Par contre, les moyens, on les utilise dans un objectif de vertu. Et donc, du coup, ce que je me dis, c'est que en matière en fait de solutions, nous, on s'est attaqué en fait à 3 industries spécifiques. Le smart building, donc le bâtiment intelligent, parce qu'on sait que c'est une source d'émissions qui est relativement importante et la technologie permet de pouvoir maîtriser le chauffage, la ventilation, l'énergie, la lumière, l'utilisation des bâtiments, les matériaux. Et la technologie permet de pouvoir adapter et de rendre de manière dynamique l'usage en fait et l'efficience en fait d'un bâtiment. Donc ça c'est un des vrais focus. Le deuxième focus en fait c'est l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir réduire en fait finalement l'usage et le volume de déchets? C'est un des piliers clairement en fait de qu'on appelle l'objectif net zéro et justement le Green Deal. Et donc ça en fait il y a des outils. Il y a des plateformes SaaS qui permettent de pouvoir le faire. Et notre objectif, c'est de démocratiser en fait tout ça, c'est de pousser ces pépites. Et enfin, c'est la mesure. La mesure. Comment est-ce qu'on mesure finalement notre réduction ou les efforts que l'on mène pour pouvoir en fait réduire notre empreinte carbone. Et donc du coup, il y a tous les outils
qui permettent de pouvoir mesurer la décarbonation, qui permettent de mesurer les efforts. Alors, il y a la réglementation aussi, européenne, et les réglementations autour des différentes COP qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont quelque part contraindre un certain nombre d'entreprises aussi à se mettre en ordre de marche. Mais justement, l'idée, c'est pas de voir ça comme une contrainte, mais comme une opportunité. Parce qu'il y a des subventions, parce que il y a des relais de croissance, parce que. Tu vois. Et ça, nous, c'est notre job de pouvoir faire en sorte que ces entreprises puissent pouvoir saisir et maximiser en fait la zone européenne, IMIA, pour pouvoir trouver des leviers de croissance. Parce qu'on sait que c'est difficile. C'est difficile pour une entreprise de green tech de trouver de la profitabilité. On sait que c'est difficile à convaincre des utilisateurs parce que les ROI sont pas toujours présents. On le sait. Mais il y a tout un écosystème qui se met en place. On sait aussi que les fonds, par exemple, vont avoir une propension plus importante à prêter et à investir si effectivement il y a déjà un certain nombre de normes ESG inclus en fait dans les projets des différentes entreprises. Donc on voit quand même que ça bouge, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience, mais par contre effectivement, on parlait tout à l'heure d'une armée, il faut qu'on constitue une armée pour pouvoir effectivement aller convaincre et avancer. Quand tu penses à une armée, tu penses à quoi exactement? En fait finalement, ce que je me dis c'est que pour pouvoir faire en sorte que cette armée elle coûte le moins cher que possible, on passe par des partenaires. Ouais. Ok. Et en fait, c'est notre manière de réussir en fait à être le plus flexible que possible, le plus prédictible que possible et le moins coûteux que possible. Ok. Et en fait, on parvient grâce à notre œil aiguisé de déterminer en fait les différentes synergies qu'il y a pour pouvoir réussir à faire en sorte que ces partenariats puissent être productifs. Parce que faire du partenariat et du partnership, c'est bien. On peut effectivement placarder des noms en se disant « Waouh, on a signé un super contrat, on peut le mettre en scène, etc. » Et puis en fait, derrière, il se passe rien. Ouais. Le nombre de fois que j'ai vu ça, mais des dizaines de fois, où les deux dirigeants s'entendent, tu vois. On fait une cérémonie, on signe des documents, et puis après, derrière, on laisse les équipes, tu sais. Et ça matche pas. Ouais. Et finalement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que les deux dirigeants se sont entendus, mais ça ruisselle pas. Parce que, en fait, certes, sur le papier, c'est beau, mais sauf que les équipes n'ont pas été ce qu'on appelle énéblées de manière efficace, parce que les trainings n'ont pas été mis en place, parce que la documentation, elle n'est pas disponible, ou elle n'a pas été mise en place correctement. Et puis, in fine, ça fait pchit. Parce que aussi, les moyens sont pas là aussi. Donc nous, en fait, notre méthodologie pour pouvoir partir à l'international, c'est de se dire, ou pour pouvoir, en fait, en tout cas, envisager l'international, c'est dérisquer en ayant une bonne visibilité du marché, du potentiel qu'on a la possibilité de pouvoir atteindre. Okay. Sélectionner sa target marché. Dans quel pays est-ce qu'on veut aller? Donc, ce qu'on appelle le TAM, tu sais, Total Addressable Market. Identifier ça. Définir ensuite sa stratégie. Et quand je parle de stratégie, c'est avant tout aussi même une tactique. Quelle tactique est-ce que je vais utiliser? Comment je vais être smart et malin? Parce que, bien évidemment, sur le marché dans lequel je vais aller, sauf cas contraire où il y a personne, s'il y a déjà du monde, comment est-ce que tu fais pour pouvoir, en fait, te différencier de ton concurrent? Et là, en fait, il y a une tactique à utiliser. Quel véhicule est-ce que je vais utiliser pour pouvoir faire en sorte que mon offre elle puisse être visible, que tout le trajet qui m'amène, en fait, jusqu'au decision maker, finalement, il soit réalisé par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un qui connaît potentiellement déjà le decision maker. Et du coup, tu divises par 3, en fait, les efforts financiers, les efforts humains, et derrière, tu constitues ton pipeline. Et après, entre guillemets, la vente, elle se fait pendant que tu dors.
C'est pour ça que je disais ça. Mais la question que certains vont se poser, ils vont se dire, mais attends, c'est qui lui? Pourquoi, d'où parle-t-il? Qu'est-ce qu'il a fait avant pour pouvoir parler de ça? Est-ce que tu peux parler un peu de ton background? On a parlé de 15, 25 ans. Quel est ton background? Alors, mon background, en fait, je suis diplômé d'une école de commerce. Ok. Avec un double cursus, commerce, marketing et international. Ok. À Paris, que j'ai fait. Et ensuite, très rapidement, j'ai commencé à faire du business. Faire du trading, acheter des pièces, revendre. J'ai commencé avec la Martinique, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Un petit peu, en fait, avec la Côte d'Ivoire, où je faisais un peu de business sur du reconditionné, matériel informatique reconditionné. Et puis après, en fait, je suis rentré dans les télécoms. D'accord. Chez SFR. Et j'ai fait à peu près 10 ans de carrière chez SFR, mais uniquement sur la partie B2B. Donc, télécom d'entreprise. Et là, j'ai fait mes classes. J'ai appris. Et pendant cette période, j'ai fait du commerce grand compte, sur des solutions d'offres sur mesure, complexes, etc. Déjà, j'ai compris que finalement, le monde corporate, c'était un monde où il y avait beaucoup de politique. Et j'ai compris aussi que le monde corporate, bah, finalement, je m'en sortais, moi, plutôt pas mal. Ok. Par rapport à d'autres. C'est-à-dire que mes résultats... quand même à bien performer. Ouais, j'arrivais à bien performer. J'ai compris que je commençais à percuter un peu plus que d'autres sur un certain nombre de sujets et que je parvenais en fait à closer mes deals à ma manière. Donc, j'ai closé mes deals. Là, et après... Tu peux pas dire ça et que je ne réagisse pas sur à ma manière. Je suis obligé à un moment de dire quelle est cette manière, parce que j'imagine que ça va se retrouver ensuite même dans l'approche que tu as aujourd'hui, tu vois. Absolument. En fait, bon, on fait une sorte de ping-pong, en fait. Ma manière, elle est simple. C'est que, finalement, pour pouvoir convaincre un client, ça repose, en fait, sur 3 points. Ok. Le premier point, il faut que tu crées une forme de crédibilité. Il faut que ton client, il sache que, en fait, que quand il va s'embarquer avec toi dans quelque part, il va baisser sa garde pour, à un moment donné, à poser son stylo sur une feuille de papier où il va s'engager. Comment est-ce que tu crées ça? Tu crées ça dans un premier temps à travers de la crédibilité. Et la crédibilité, c'est quoi? C'est installer en fait un climat de confiance. Et ce climat de confiance, il va me le donner, il va me l'accorder parce que il va me voir moi en tant qu'expert. Donc je maîtrisais mon sujet. Ok. À travers des chiffres. Tout simplement. Je maîtrise mon sujet, je maîtrise mon produit, je maîtrise les chiffres et je sais comment est-ce que la solution que je propose à mon client, elle va pouvoir l'aider. Ok. Donc 1, c'est crédibilité. 2, c'est de se dire, de comprendre le besoin de mon client. Et donc, ça veut dire bien l'écouter. Ça veut dire identifier quels sont ces enjeux du moment au moment où il te parle. Et ensuite, le 3e point, c'est savoir closer. Et savoir closer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement de pouvoir être suffisamment confiant en soi-même pour pouvoir renverser en fait l'équilibre ou le déséquilibre, entre celui qui a l'argent et celui qui vend. Et de se dire, monsieur le client, maintenant qu'on a établi la crédibilité, ensuite, j'ai bien compris votre problème. 3e, je suis en mesure de pouvoir répondre à votre problème et je suis le seul à pouvoir répondre à votre problème. Et donc maintenant, pour pouvoir répondre à votre problème et du coup avancer, il faut que maintenant vous posiez votre signature. Dit comme ça a l'air tellement évident, mais on sait qu'en pratique, c'est beaucoup plus complexe. Mais évidemment, sur le principe, ouais. Mais j'entends. Si tu veux, c'est ce qui a forgé finalement, si tu veux, ma carrière. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce que si je parle avec tous les sales, ils vont tous me dire la même chose. Ils vont dire oui, écoute le client, réponds à son besoin, sois crédible. Il y en a un qui m'a dit si le gars il est motard, je viens avec mon casque de moto, tu vois. Donc tous les sales vont dire ça. Qu'est-ce qui fait que Sylvain Mogad, il est plus pertinent que tout le reste? Franchement, je pourrais pas dire que je suis plus pertinent qu'un autre. Et je vais te dire pourquoi. Parce que j'en ai vu plein des sales. Ouais. J'ai vu des collègues. Je recrute moi-même. Ouais. Des sales. Et on a tous des méthodes différentes. Tous. Ok. Et en fait, il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ouais, c'est pour ça que tu disais à ta manière. Mais absolument. C'est qu'est-ce qui te correspond à toi? Moi, personnellement,
Et c'est très drôle parce que moi, personnellement, en tout cas, je suis à l'aise à partir du moment où je maîtrise mon sujet. Et je suis capable de pouvoir t'embarquer dans quelque chose. Je suis capable de t'embarquer, en fait, dans un chemin et on va le faire ensemble. Il y a très peu de temps, je discutais avec un sales, il me dit, moi, Sylvain, je peux pas démarrer tant que j'ai pas 100% de ma documentation, de mes arguments, de mon training, de mon play role, du roleplay que j'ai à faire avec toutes les objections possibles, imaginables. J'y vais pas tant que j'ai pas tout ça. Il y en a. Lui, il peut pas travailler. Non, mais. Il y en a. Mais... Et c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais. Non, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils vont pas être adaptés pour certains contextes. C'est ça. Là, par exemple, toi, tu parles de internationalisation. Si tu vas dans des écosystèmes, effectivement, où tout est déjà posé, tout est carré, bon, c'est bien. Mais dès lors que tu vas en Europe de l'Est, où tu vas, bon, ça devient tout de suite compliqué, quoi. Moi, après, ce que je porte, moi, c'est, pour pouvoir revenir, en fait, à ta question, qu'est-ce qui fait, moi, en fait, ma différence, c'est que j'incarne, j'habite, ce que je promeus. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, dans ce que je fais et dans ce que je porte avec Glayscale, je suis encore plus performant. Et j'arrive à convaincre encore plus de personnes de manière beaucoup plus large parce que, en fait, je suis investi d'une mission. Ouais. C'est quoi ta mission? Parce que ta mission, c'est la green tech d'une certaine manière. Mais quand je discute avec toi, ta mission surtout, ce que j'entends, c'est dire, mais sortez des barrières. Enfin, allez au-delà de vos barrières, au-delà de vos frontières. Le monde, il est plus grand que vous l'imaginez. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? À 300%. Ok. À 300%, parce qu'en fait, pour revenir en fait finalement à mon parcours, j'ai eu la chance à un moment donné dans ma vie d'aller vivre en Angleterre. Ok. J'ai vécu pendant 5 ans en Angleterre, à Londres. J'ai découvert le monde. J'ai découvert le monde. Je suis sorti de la France. Ouais, c'est pas si loin pourtant. Hein. T'as traversé la Manche, quoi. J'ai traversé la Manche. Et c'est un monde. Ouais. Et c'est un monde. Parce que j'ai appris que finalement, embrasser une culture, c'est bien plus que d'aller manger un fish and chips. Tu vois, c'est apprendre la langue, mais même dans la langue, il y a sa construction. Et dans la construction de la langue, d'une phrase, il y a un mindset. Et dans ce mindset, finalement, c'est aussi de se dire, bah, il y a une approche du monde, une vision du monde qui est différente. Et en fait, effectivement, ce que moi j'ai vécu dans mon parcours, j'ai fait plein de choses qui étaient un petit peu qui sort finalement en fait du parcours classique où il y a tellement de gens qui m'ont dit non mais Sylvain tu devrais rester chez SFR, mais Sylvain tu devrais rester en France, mais Sylvain tu devrais mais attends ton tour Sylvain. T'as du potentiel mais attends ton tour. Ouais. Bah en fait non quoi. Ça fait pas partie du plan. Ouais, en fait ça fait partie. Pour moi non. Donc si tu veux repousser les barrières, repousser en fait les limites où on te dit non c'est impossible, et puis finalement tu le fais et tu te dis bah c'est fait quoi. Ouais. Donc si tu veux, moi avec l'international et avec la green tech, c'est de me dire ok, pensez que c'est compliqué, pensez qu'on peut pas y arriver, ben c'est pas mon avis. Donc je me dis que c'est une chance que l'on a de pouvoir aller explorer, de pouvoir progresser. Pour moi, en fait, la progression, c'est le synonyme du bonheur, en fait. Ouais. Je suis largement aligné avec ça, effectivement. Et pour toi, aller à l'international, c'est ça qui fait partie de la progression, quoi, tu vois? Oui, complètement. Alors, tu vois, j'y suis allé, en fait, en 2013. Ça fait 12 ans maintenant que je fais de l'international. Après, être parti de chez SFR, où j'ai travaillé après pour des multinationales, et à multinationales américaines, taïwanaises. Donc, j'ai pu voir et travailler et moi-même subir les écueils des différences culturelles. Ouais. J'ai eu quelques discussions sympathiques avec des Chinois, avec des Taïwanais, avec des Américains, où on se comprend pas. Ouais. Tu vois, on se comprend pas parce que
parce qu'effectivement, je suis très résultat orienté. Mhm. Je suis pas politique. Ok. Et pour le coup, quand on a un objectif commun, on met la stratégie, on met les actions en face, et ensuite on mesure les résultats et on mesure la progression. Mhm. Et il y a des cultures, comme en Chine, Mhm. ou à Taïwan, bien, même si ton patron, il est pas en face il n'a pas la stratégie ou il n'a pas les éléments, il faut réussir à lui dire correctement, quoi. Ouais. Vraiment Oui, correctement. oui. J'avais écouté l'épisode de un podcast avec Carlos Ghosn Ouais, récemment là, et il parlait de ça parce que lui il est allé au absolument, Japon, absolument. alors pour la fusion de Nissan, et peut-être même que est-ce que toi t'as réfléchi un peu au problème justement de Renault au Japon, et pourquoi est-ce que ça a pas bien fonctionné? Peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Mais il disait que quand il est arrivé au Japon, en fait, il y a un truc qui s'appelle le Kereishu, et le Kereishu au Japon fait que tu peux pas remettre en cause, par exemple, les contrats. Le gars, il a un contrat avec toi, bah, c'est presque un contrat à vie, tu vois. Ou, deuxième sujet, il disait que le droit d'aînesse, c'est hyper important. Et hier même, j'écoutais, je crois que c'est en Corée, où il disait que ils avaient identifié que il y avait plus d'accidents d'avion dans cette région-là. Pourquoi? Parce que justement, il y avait ce sujet-là de ne pas remettre en cause, de ne pas se sentir autorisé à dire à l'autre qu'il a mal fait, et que quand le pilote te dit on est prêt pour partir, même si toi t'es le second et tu sais très bien qu'il faudrait faire plus pour, bah en fait tu vas pas le faire. Et donc ces différences culturelles-là, ça c'est ça que t'as vécu véritablement. Est-ce que tu peux nous dire, bah du coup, quelles sont les différentes manières de faire de business que tu as identifiées, donc que ce soit en Asie, aux US, par rapport à la France, et peut-être même en Afrique pour ce que tu as fait, ce que tu as vu en Afrique? Alors c'est juste, ce sont des problématiques en fait qui sont exacerbées quand il y a des différences culturelles. Mmh. Cependant, en fait, il peut y avoir déjà, même au sein même d'une même culture, des Mmh. problématiques en fait identiques. Ouais. Ces problématiques-là peuvent être liées en fait à des soucis de gouvernance, des forces internes dans l'entreprise. Ouais, les politiques dont tu parlais tout à Mais l'heure. oui, qui te Mmh. disent bah, finalement, on a envie d'y aller, mais pas vraiment. Et tu te Mmh. dis mais on a un objectif commun. Il dit, ouais, mais moi, dans mon département, tu sais, on est bien, quoi. Mmh. Et là, tu te dis, l'investisseur, il a mis de l'argent sur la table. Ouais. Il change, il veut mettre en place un certain nombre de stratégies, et Mmh. pourtant, il y a des freins internes qui sont Ouais, énormes. tout à fait. Alors que tu as tout aligné. Mmh. Donc, déjà, tu as ces problématiques-là, et c'est d'où l'importance, en fait, avec Glexkel, on s'est dit, comment est-ce qu'on règle cette problématique-là? Mmh. On la règle, en fait, en externalisant. Mmh. T'externalises. Du coup, tu as un contrat de service avec des KPI, avec des résultats. Il y a pas de politique. Mmh. On s'entend sur un objectif à atteindre avec une stratégie, et ensuite et avec des moyens bien évidemment, et ensuite tu déroules. Mmh. Pour répondre en fait à ta question sur le management en fait des barrières culturelles, Ouais. clairement c'est à des géométries variables, Mmh. parce que l'une des premières manières en fait de se protéger de tout ça, c'est d'être méthodique. OK. C'est la méthodologie. En tout cas pour moi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais engager des ressources, je vais engager des moyens, Mmh. mais je vais le faire de manière la plus équilibrée, avec plusieurs acteurs, me permettant de pouvoir me dire, OK, tout en sachant que je ne suis pas moi, et je n'appartiens pas, et je n'appartiendrai jamais à la culture nippone. Mmh. Clairement. J'appartiendrai jamais. Il faut pas que j'aille chercher ce point-là. OK. Je peux essayer, je vais, au fur et à mesure des années, mieux comprendre, mieux lire entre les lignes, Mmh. mais il est clair que je ne serai pas à leur place. Mmh. Donc, qu'est-ce que je fais? Allez, c'est aussi simple que ça, c'est que je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je repars pas, en fait, des États-Unis en me disant, waouh, j'ai un accord verbal du client, il m'a dit yes! Il m'a dit yes! Non. Mmh. Non, maintenant, je connais, je sais.
Ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut que ce soit signé, il faut que tu aies le contrat. Je t'ai retrouvé dans des situations où le gars t'a dit yes, we go, on est parti. Non, on est parti. Et au final, quand on voit la facture, bah non, Ah bah finalement, non. Après, derrière, j'ai juste dit yes, quoi. J'ai juste dit yes, j'ai juste dit ouais, probablement, tu vois. Donc c'est ça. Après, en fait, ce qui est, si on descend un cran plus loin dans la mécanique de la structure que tu vas mettre en place lorsque tu vas gérer et manager en fait les partenaires, en l'occurrence commerciaux, ce qui va être vraiment important, en tout cas, c'est la responsabilisation. Et cette responsabilisation, elle se fait en fait à travers un partage de la valeur et le partage du résultat. Ok. Et du coup, un partage de responsabilité. Ouais. De cette manière-là, tu vas avoir en fait un engagement. Ça va limiter les risques. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir, mais ça va permettre de pouvoir se dire, OK, on ruisselle, on met en place en fait la stratégie. On est sur du win-win des deux côtés, et chacun a sa part de responsabilité dans le succès et dans l'échec. Ouais. Donc c'est ça, en fait. Toi, le gros de ta méthode, ce que j'entends, c'est l'externalisation. C'est ça. Mais des fois, il faut quand même avoir des gens en interne. Tu vois ? Absolument. Sur quel sujet tu veux externaliser ? Dans quel cas de figure tu conseilles à tes clients de dire, là, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il faut externaliser. Alors, notamment les entreprises qui ont un marché domestique dans lequel, en fait, ils commencent à être confortables, ou ils s'aperçoivent, en fait, que ils commencent à atteindre, en fait, une sorte de palier. Tu vois, ça commence à stagner en matière de croissance, et de se dire, OK, à ce moment-là, il est temps de partir à l'international, ou il est temps d'aller chercher des relais de croissance. À ce moment-là, la question qu'il faut se poser, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on y va ? Et de se dire, mais est-ce qu'on a les ressources en interne pour pouvoir le faire ? Quelle gymnastique est-ce que ça nous demande ? Quel grand écart ça nous demande ? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, la plupart du temps, c'est qu'on va essayer de faire beaucoup avec peu. Et donc, on va avoir des ambitions et des exigences, des attentes, des expectations, comme on dit en anglais, mais qui vont être disproportionnées par rapport aux moyens, par rapport aux résultats qu'on veut atteindre, et surtout par rapport, en fait, au savoir-faire que l'on a. Si on n'est jamais allé soi-même aller faire du business à l'international, à travers, que ce soit en direct ou à travers, en fait, la création d'un réseau de partenaires, on a deux solutions. Soit, effectivement, on le fait soi-même, et là, on brûle du cash. Ben oui, ça va prendre énormément de temps. Il y a 22 postes d'investissement. Ok. Lorsqu'on veut partir à l'international, c'est 22 postes d'investissement. Ok. Autant que ça ? Tu vois, autant que ça. C'est quoi ? Quels sont les principaux ? Je ne vais pas te féliciter parce que bien sûr, 22, ça sert à rien, mais les principaux, quoi, tu vois. Il y a le marketing, il y a le sales, il y a le process, il y a les outils, il y a la réglementation, donc la partie légale, il y a la commercialisation. Plus ce que tu dis, c'est qu'il y a autant de points de risque que ça se passe mal, en fait, c'est ça. Il y a les risques de change, il y a les assurances. Absolument. 22 points nécessaires. Donc, si tu veux, c'est déjà de pouvoir, en fait, maîtriser, en fait, l'ensemble de ce process-là, s'assurer qu'effectivement, on limite les risques. Et puis après, et en moyenne, c'est 2,2 millions. Ok. Ça, c'est le cost. Internationalisation ? Pour une internationalisation. 2,2 millions. C'est la moyenne. Donc, tu t'adresses pas à n'importe quelle entreprise, là, dont on est en train de parler. Alors là, non, mais ça, c'est la moyenne dans la mesure où tu veux y aller, tu veux monter ton bureau, tu veux mettre ton équipe, tu sais déjà, effectivement, t'as déjà expérimenté, t'as déjà mis tout ça. C'est la moyenne. Maintenant, nous, ce qu'on permet de faire, c'est de se dire, au lieu, en fait, de s'engager, en fait, dans ce process risqué, pour lequel, en fait, tu n'as pas les ressources, tu n'as pas l'expertise, externalise cette partie. Nous, en fait, ce qu'on propose, sur la base de l'expérience que j'ai vue et des écueils, c'est, en fait, on réinvente l'accompagnement à l'international. Et comment on le fait ? On le fait, en fait, en intégrant 3 services. Le market intelligence, où on va déterminer, finalement, sur quel marché est-ce qu'il faut que tu ailles,
quelle est la concurrence en place, quel est le pricing, etc., etc., et avec les différents acteurs. Ensuite, le go-to-market. Comment est-ce qu'on y va, quelle est la tactique et la stratégie, et l'exécution. Pas plus de friction entre les trois. Mais c'est des choses que vous internalisez chez vous. Absolument. Vous déchargez la personne qui veut se lancer à l'international d'avoir à recruter tous ces trucs-là. Absolument, absolument. Okay. Donc, in fine, c'est plus safe, c'est plus rapide, parce qu'en fait, on a des résultats en 8 mois, 6-8 mois. Okay. Les premiers résultats, c'est 6-8 mois. Et c'est moins cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, nécessairement, les gains de coûts, de coûts sont entre 30 et 50%. Entre recruter soi-même et externaliser. C'est énorme. C'est énorme. C'est massif. Et en plus, que les gens ils veulent pas, si tu devais identifier un peu les réponses, il y a un terme là qu'on prend. Les objections. Okay. Les objections de tes clients, quelles sont-elles? Qu'est-ce qui fait qu'ils se diraient, non, nous, on veut faire ça en interne? Franchement, il y a un certain nombre. Donc, les objections les plus fréquentes qu'on peut avoir, c'est de se dire, moi, je veux conserver la maîtrise de bout en bout. Je veux maîtriser la qualité. Je veux maîtriser la narrative. Je veux maîtriser les coûts. Je veux maîtriser la marge. Et je veux maîtriser ma croissance. Ok. Ça, c'est ce que certains disent qu'on a comme objection. Maintenant, on acte. Tu veux expérimenter tout seul, tu peux. Maintenant, c'est de la même manière que si tu veux, t'es une entreprise, t'es un software développeur, t'es un éditeur de logiciels. Est-ce que tu vas développer ton Outlook? Est-ce que tu vas développer ton Excel? Est-ce que tu vas développer ton PowerPoint? Oui, t'as autre chose. Tu vois? Tu te dis, bon, qu'est-ce que tu préfères faire? Je vais prendre mes équipes, je vais leur faire faire, ou est-ce que j'achète ce qui marche, ce qui fonctionne et qui me permet de pouvoir me dire, OK, je peux me concentrer en fait sur mon business. Ouais, j'ai compris. On va te dire que quel est ton cœur de métier véritable, et ce qui n'est pas dans ton cœur de métier véritable, tu le sous-traites. C'est ça. Tu le sous-traites dans la mesure où tu vas faire tes premiers pas et qui sont les plus risqués sur le marché, sur un marché qui n'est pas le tien, que tu ne maîtrises pas. Tu vas le faire à travers en fait des partenaires. Tu vas le faire donc avec des partenaires qui maîtrisent ce processus et des partenaires qui sont dans ta cible et qui vont te permettre de pouvoir attaquer ton ISP, donc ton ICP, donc ton client idéal. Parce qu'en fait, le principe du partnership et de le faire à travers des partenaires, c'est quoi? C'est pas juste pour s'amuser en disant, tiens, on va trouver des synergies. C'est de se dire qu'en fait, ces partenaires-là, ils ont les clients que tu recherches. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est qu'avec ta solution, que ce soit du smart building, que ce soit de la logistique inversée ou quelques solutions green tech que tu as, c'est de te dire, mais finalement, en travaillant en fait avec un partenaire, j'ai pas besoin, mon coût d'acquisition de clients, il va être divisé par 3. Okay. Parce qu'en fait, mon partenaire avec lequel je vais signer, il a déjà ses clients. Maintenant, il y a une mécanique. Maintenant, il faut le mettre en place. Il faut le mettre en œuvre. Il faut, comme je disais, il faut les enabler. Il faut pouvoir leur dire, ben, OK, avoir un partenaire, c'est bien, mais qui produit, c'est mieux. et de se dire, ben, finalement, comment est-ce que je fais pour pouvoir tenir ce partenaire? Parce que tout le monde, après, va courir après les mêmes partenaires. Se dire, bah, tiens, lui, il a une base de clients de 50 000 clients, ou lui, il a une base de 300 clients hyper niche, mais du coup, ils ont 50, 60, 70 partenaires. Comment est-ce que je fais, moi, éditeur de logiciels avec, tu vois, qui fait 5 millions d'euros, de se dire, mais comment est-ce que je vais réussir à capter son attention? Comment est-ce que je vais réussir à faire en sorte qu'il vende mon produit? Et alors là, c'est là où il y a l'art et l'expérience du channel management. Mais ça suppose que toi, aujourd'hui, en tout cas ta boîte, est un réseau très étendu de partenaires fiables aussi, tu vois.
Est-ce que c'est le cas? Comment ça se fait, tu vois? Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Ouais. Alors c'est une excellente question parce qu'effectivement il y a dans le temps qu'on fait gagner à nos clients, c'est sur la base effectivement déjà d'un travail préparatoire qu'on a déjà réalisé, qui permet d'aller plus vite. Donc là, on a cartographié déjà, on a à peu près 1200 partenaires sur l'intégralité en fait de la zone IMIA, hein, donc Europe, Middle East et Africa. Mais c'est un travail continu. Parce qu'en fait, au-delà de trouver en fait les partenaires ou de les identifier, parce que ça, presque tout le monde peut le faire. Ouais. Mais quels critères est-ce que tu définis? Est-ce que c'est parce qu'en fait c'est celui qui a le plus de revenus? Est-ce que c'est celui qui a le plus de workforce? Est-ce que c'est celui qui a le plus d'ingénieurs et de techniciens? Est-ce que c'est celui qui a le plus de clients en service public? Quel est le bon partenaire pour toi? Et en fait, toute l'intelligence que nous, on amène, elle est là. Elle n'est pas en fait dans une base de données. Parce que cette base de données, tout le monde peut la créer. Enfin, tout le monde. Ouais, disons que la barrière à l'entrée, elle est pas ouf, quoi. Voilà. Mais par contre, pouvoir identifier, sélectionner, qualifier, engager et de se dire, OK, tiens, on va pouvoir aller plus loin avec ce partenaire. Là, par contre, ça demande effectivement une expertise unique. Et ça, c'est ce que vous avez eu. Et ça, c'est ce que nous, on a. Et en plus de ça, c'est qu'au-delà d'avoir ce travail préparatoire, parce que c'est pour ça qu'on s'est spécialisé en fait dans des industries verticales, mais on a cette capacité à pouvoir étendre en fait notre scope et notre verticale. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, nos équipes en interne, on est en mesure de s'adapter aussi aux besoins du client. Dans une industrie pour laquelle, en fait, on n'a pas déjà mappé, identifié et sélectionné. On est en mesure de pouvoir se dire, OK, bien évidemment, le client lui-même, il a déjà fait le travail sur son marché domestique. Donc on part pas de nulle part. Oui, donc on va faire du reverse engineering. On va se dire, OK, tu travailles déjà sur ton marché domestique, qu'est-ce qui fonctionne sur ton marché domestique? Et ensuite, on va regarder comment est-ce que ça peut s'appliquer ou quelles variables est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir ajuster sur le marché cible que tu voudrais aller. Est-ce que tu as des pays de prédilection? Des pays, tu sais que là, mon coco, là, j'ai mes contacts. Bien. Alors, franchement, on est bien sur, alors, j'ai les terminologies en anglais, mais, UAE. Donc, Émirats Arabes Unis. UK. France, bien sûr. Allemagne. Et en fait, étonnamment, Pologne. OK. Où on a pas mal de partenaires, un petit peu en Afrique du Sud aussi. Là, on est pas mal. Là où effectivement on est en train de travailler, c'est sur les marchés nordiques. C'est plus complexe. C'est plus fermé. Il y a moins d'acteurs. Mais par contre, ce qui est très intéressant, parce que tu parlais de culture aussi tout à l'heure, on se rebondit sur la culture. C'est il y a des cultures qui sont plus ou moins orientées technologie. Ouais. Et en Nord, ils sont Et la Hollande aussi, les Pays-Bas, ils sont très très tournés vers les nouvelles technologies. Ouais, notamment. Et c'est sympa de travailler avec eux. OK. Et là, t'es bien ancré là-bas, c'est surtout ça. Oui, on est bien ancré là-bas. On a des bons réseaux et du coup, on est en cours aussi de recrutement de people dans ces zones pour pouvoir nous accompagner et accompagner nos clients en fait sur le terrain aussi. OK. Et tout à l'heure, tu as évoqué le mot ICP. Toi, c'est quoi ton ICP? Quelles sont les boîtes auxquelles tu sais que tu peux vraiment apporter de la valeur? Apporter de la valeur. Ouais. Alors, nous, notre ICP, c'est finalement principalement effectivement des entreprises éditeurs de logiciels SaaS. OK. Dans le monde du B2B, dans la green tech. Moi, je focus vraiment green tech parce que c'est là où il y a un vrai enjeu, il y a de la complexité et c'est là où nous on est en mesure de pouvoir accompagner ce que je disais tout à l'heure, presque de la conception en fait de la subvention adéquate jusqu'à
l'exécution et la génération de pipeline en fait pour ce partenaire. Notre ICP, il peut être en France, mais il est généralement à l'extérieur de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Europe, c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, avec des cultures, des réglementations complètement distinctes. Et nous, on a cette expertise. On sait comment jongler, on sait comment réussir à faire en sorte que l'application en fait d'une stratégie puisse pouvoir se faire en fait sur toute la zone sans friction, et pouvoir délivrer vraiment des résultats. Donc c'est là où en fait on s'aperçoit et on voit en fait que chez nos clients on a à peu près 45% en tout cas d'accélération en termes de timing. Ouais. Mais bon, j'imagine que le temps, parce que là tu viens de parler de 45% d'accélération, le temps est un pain point de ta cible, mais aussi qu'est-ce que selon toi l'entrepreneur, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Celui que tu vas aider particulièrement. Parce que c'est ça au final que chacun se dit bon, moi je veux savoir comment est-ce que le Glexscale peut débloquer ma situation et m'aider à dormir tranquillement, quoi. Bah en fait c'est le sujet du grand écart. Grand écart mental en se disant mais je vais limiter au maximum parce que j'ai des contraintes budgétaires. Et ces contraintes budgétaires, tout le monde les a. Ouais. On les comprend. Encore plus maintenant. Mais par contre, on a des enjeux. Alors, on a des ambitions. On doit générer de la profitabilité à la fois pour les actionnaires, pour nous, voilà. On doit générer de la profitabilité, de la croissance. Ouais. C'est une formidable opportunité de pouvoir en fait aller chercher des marchés adjacents ou des marchés internationaux. C'est une formidable opportunité. On peut y aller. Ils peuvent y aller. Par contre, c'est ce grand écart entre la stratégie, le budget, la mise en œuvre et le tracking des résultats. Ce grand écart, et de le faire faire en fait, et de le faire porter par 1-2 personnes. Le nombre d'entreprises que j'ai vues qui se disent tiens bah voilà je vais tenter le coup, je vais mettre un sales. Je pense que t'as déjà dû croiser ça. Ouais, je mets un sales. Je mets un sales et je lui dis tiens vas-y va défricher le terrain. Ouais. Mais le pauvre il est tout seul, il est loin, il a pas le support du siège, il a pas le support en fait technique, il a le décalage horaire, il a la problématique que on parlait tout à l'heure en fait de culturelle. Donc in fine ça crée de la frustration et c'est de l'argent. C'est de l'argent. Moi, je lui dis, pour répondre à la question, tu veux bien dormir, outsource. Il y a des entreprises, et en l'occurrence, il y en a une, qui te permet de pouvoir, non pas de manière silotée, si je peux utiliser cette expression, en se disant, tiens, bah voilà, je vais avoir une entreprise qui m'accompagne sur le conseil, une entreprise qui m'accompagne sur la stratégie, une entreprise qui m'accompagne, où on me dit, tiens, on m'a fait un super PowerPoint, c'est très bien, maintenant vas-y, fais. Ok. Très bien. Les conseillers sont pas les payeurs. Ouais, tu vois, c'est ça. Nous, ce qu'on propose, c'est de se dire, on te fait la stratégie, mais cette stratégie-là, nous, on s'engage à l'exécuter nous-mêmes. Mais, ouais, parce que ça, c'est assez rare. Mais bien sûr. Moi, j'entends trop de gens, ouais, on a un cabinet de conseil, et bien, on vous fait du conseil. Donc, on reste très macro. Absolument. C'est important, effectivement, de prendre du recul. Mais souvent, ces gars-là, ils mettent pas les mains dans le cambouis, quoi, tu vois. Mais toi, quand tu dis que tu mets les mains dans le cambouis, qu'est-ce que tu fais concrètement? Concrètement, on met en œuvre la stratégie, la tactique qu'on a définie avec notre client. Mais est-ce que tu peux donner un use case? Donc, un use case, je prends l'entreprise, une entreprise coréenne. Ok. Entreprise coréenne avec laquelle on discute, qui a une solution à la fois hardware et software. Ok. Cutting edge. Vraiment une solution hyper innovante. Ok. À base d'IA, à base de solutions avec plein de patents et on va dire de composants uniques qui permet en fait de diviser par 3 le tri sélectif. Le timing du tri sélectif et donc de pouvoir réduire aussi
la charge humaine et d'améliorer en fait le rendu. Concrètement, ils sont aujourd'hui uniquement sur le marché taïwanais, le marché par des Coréens. Ils font appel à nous pour pouvoir en fait les aider à identifier sur le marché européen déjà quel serait le premier pays sur lequel effectivement ils auraient le retour sur investissement le plus rapide, premièrement. Deuxièmement, sur lequel il y a le moins de friction à l'entrée. Friction en termes de régulation, friction en termes de position dominante sur un marché. Et ensuite, ils ont besoin de pouvoir identifier comment réussir à manager en fait la logistique. Donc logistique à la fois sur la partie hardware et sur la maintenance de leurs produits. Et donc du coup, il est crucial pour eux d'avoir en fait les bons partenaires qui vont permettre de pouvoir à la fois gérer la prise en main en fait du produit jusqu'à son usage et son exploitation. D'accord ? Et donc du coup, nous en fait, on intervient à ce niveau-là en leur définissant en fait quel est le pays sur lequel en fait il faut y aller en premier. Ensuite, quels sont quel est le résultat qu'ils ont la possibilité, le potentiel qu'ils ont la possibilité de pouvoir acquérir et sous combien de temps, et quels sont les moyens nécessaires pour pouvoir y arriver. Ensuite, nous, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de les mettre en relation avec les partenaires en fait qu'on a identifiés sur le marché sélectionné. Et enfin, la troisième étape, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est qu'une fois qu'on a identifié ces partenaires, donc on les a bien évidemment sélectionnés, on les a qualifiés, on a négocié les terms and conditions. Négocier les terms and conditions, bien évidemment, donc tripartite, avec notre client. Et la troisième étape, c'est le management. Et de se dire, OK, sur des contrats de 12 à 24 mois, là, en l'occurrence, on est sur des contrats à 24 mois, on est en mesure de pouvoir gérer jusqu'à la signature, en fait, du contrat avec le client final. C'est comme ça qu'on aide. Et on ne s'absout pas, en fait, de se dire, OK, monsieur le client, oh là, c'est trop compliqué, on va pas y aller. On vous dit qu'il faut faire, mais nous, on s'arrête là. Non. Comme beaucoup de cabinets de conseil. Non. Et donc, notre approche, et pourquoi est-ce que nous, elle est rentable, c'est parce que on réduit le temps passé en idéation, le temps passé en stratégie, le temps passé en faisant faire des super slides. Par contre, on a toute l'équipe derrière qui est déjà au travail pour pouvoir engager les discussions avec les partenaires. Et c'est dans ces termes qu'on est en mesure de pouvoir dire, monsieur le client, on a la maîtrise du rendu, on a la maîtrise du parcours, et donc on est capable de pouvoir vous facturer à l'échéance et au rendu du résultat par échéance. Ouais. Tu comprends? Toi, tu factures pas que à l'heure, quoi, tu vois, et un truc à l'heure qui va être exponentiel. Parce qu'en fait, la crainte de beaucoup de dirigeants, c'est de pas avoir de visibilité sur ce qui va leur être facturé, tu vois. Mais toi, comment c'est alors, tu vois, c'est exactement. Et je vais te dire pourquoi est-ce que on a conçu Glexkel de cette manière. Parce que moi, je me suis retrouvé de l'autre côté. Ouais. Moi, j'ai commandé du consulting. Du conseil. J'ai vu, en fait, ce que c'était. Je les ai reçus où ils commençaient par me dire, en fait, on va commencer par vous facturer 25 000 € pour pouvoir réfléchir. On va réfléchir, on va faire des workshops. On va essayer de comprendre votre produit. Et ensuite, on va vous faire un livrable avec plusieurs modèles de stratégie. Et ensuite, vous allez choisir. Je me dis, mais comment est-ce que moi, avec le budget que j'avais, à l'époque, je me dis, mais comment est-ce que moi je vends ça, quoi? Comment je vends ça à mon CEO? Je dis, mais après, quand ils font ça, parce que là, pour le coup, comme je suis en cabinet de conseil aussi, on peut avoir cette réflexion-là, tu vois. Et
comment toi, t'arrives à te retrouver, à rentrer dans tes chiffres si tu fais ça, si tu fais pas ça? Parce qu'ils font pas ça parce qu'ils veulent le faire, c'est parce qu'ils ils ont besoin, tu vois? En fait, si tu veux, moi, je viens pas du monde du consulting. Ok. Et je vais pas prendre la place de quelqu'un qui fait du consulting. On travaille avec des institutionnels, comme par exemple, tu vois, la BPI, comme des organismes de ce type-là qui accompagnent les entreprises et les entrepreneurs avec de la formation, avec du conseil, notamment à l'international. J'ai pas de débat sur leur utilité. Au contraire. Maintenant, nous, là où on a de l'expertise, c'est dans notre capacité à délivrer du résultat. Et en fait, le conseil à l'international sur une zone précise, ouais. Il délivre pas du résultat, c'est ça que tu dis. nous, on va délivrer du résultat. Parce que c'est dans notre ADN. Oui, mais... C'est tout simple. Et de se dire, et pourquoi est-ce que nous, on est en mesure de le faire? C'est parce qu'on maîtrise. C'est parce qu'on maîtrise en fait la technique, on maîtrise la génération de pipeline, on maîtrise le marketing, on maîtrise en fait la capacité à pouvoir closer des deals avec en fait les partenaires. Je mettrais quand même juste un bémol. Ok. C'est que on ne travaille pas, on est extrêmement sélectif, pardon. On travaille avec peu de clients. Ok. Si on s'engage de cette manière-là, ça veut dire que on maîtrise, on sait qu'on peut y aller. Ouais. Tu vois, on va pas faire le test pour le client. Se dire, tiens, il a 0 client ou il a 2 clients par-ci par-là, il veut partir à l'international. Je dis, hey, c'est super. Moi, j'ai rien à faire. Je vais leur demander de travailler pour moi et puis ils sont payés seulement s'ils font du résultat. C'est super. Non, on est quand même plus aguerri que ça. On a cette sélection qui se fait sur la base de critères extrêmement tangibles. On refuse 60% en fait des personnes qui nous contactent. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que moi, entrepreneur, je me dise, et que j'écoute le podcast, je me dis, tiens, est-ce que je rentre ou pas dans les conditions pour être accompagné par Glexcale? Au-delà du fait que je suis une green tech ou pas. D'ailleurs, c'est exclusif les green tech ou bien c'est une activité dominante? Franchement, on est exclusif clean tech pour le moment. Ouais. Ah ouais. Ouais, on est exclusif clean tech. Tu sais où tu veux aller, quoi. Ouais. Ok. Exclusif green tech. C'est notre, c'est ce qui fait battre notre cœur en fait à toute l'équipe. Ok. D'accord. Donc ça veut dire, ouais. Mais alors du coup, moi je vais même prendre un exemple. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je suis Ibrahima Sissoko. J'ai une start-up dans l'énergie renouvelable, notamment l'hydrogène. Qu'est-ce qui fait que, enfin, est-ce que tu bosserais avec moi ou pas? Voilà, c'est ça la question. Tu sais, après, moi, je suis entrepreneur. Ouais, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je suis un entrepreneur. Ça veut dire que, regarde, est-ce que la valeur de Glexcale, est-ce que les ressources que l'on a, est-ce qu'on peut les étendre pour pouvoir, en fait, t'aider à pouvoir propulser, en fait, ta solution? Est-ce que notre savoir-faire et notre expertise, elle a de la pertinence? Si on a la possibilité de pouvoir faire, on fera. Moi, je passe pas à côté d'une opportunité. C'est en ça que tu dis, je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur. Donc, je vais regarder. Sinon, on peut se stretcher, on se stretch. Okay. Moi, il y a pas de, au contraire. Je pense que c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça qu'on explore de nouveaux territoires. Et parfois, c'est comme ça qu'on pivote. Ouais. Tu vois? Donc, je suis absolument pas, comment dirais-je, fermé. Et au contraire, je suis plutôt ouvert. Voilà. Maintenant, pour pouvoir répondre vraiment à ta question, si un de nos auditeurs et tu dis est-ce que je rentre ou pas, c'est ça. Clairement, à partir du moment où il y a une solution pertinente qui a un objectif de réduction en fait des émissions de CO2 à travers en fait de la technologie, quel que soit là où il en est, il peut nous contacter. Parce qu'en fait, on peut être un game changer pour eux. Ouais. On a cette dimension où
on est en mesure de pouvoir comprendre et identifier où est-ce qu'on va pouvoir générer de la valeur pour eux sur un territoire. Donc ça veut dire que même s'ils n'y sont pas encore arrivés, parce qu'effectivement on a des standards avec un ARR de entre 5 et 10 millions, voilà, on a des critères, voilà, comme qui ont été établis par rapport en fait au développement de l'entreprise, où on sait à peu près, voilà, est-ce qu'ils ont déjà eu une série A, etc., etc. Quelle maturité ils ont déjà obtenu avant de pouvoir aller à l'international. Donc on a déjà un certain nombre de critères. Ouais. Mais par contre, moi je suis absolument convaincu, et j'ai toujours fait ma carrière comme ça en fait, en sortant des critères. Ok. C'est ça, Moi, à chaque fois qu'on m'a dit il y a des critères, je dis est-ce que j'en ai des critères? Pas vraiment. Est-ce que ça m'a arrêté? Jamais. Non. Et bien souvent, tu peux dire que c'est les solutions out of the box qui performent, quoi. Voilà, parce que, in fine, tu vois, je regardais il y a peu de temps une émission avec Shaquille O'Neal qui essaye de relancer, en fait, Reebok. Ok. Et en fait, il se dit, mais, in fine, il y a Under Armour, il y a Adidas, il y a Nike, qui sont tous là, dans le monde du basket. Moi, Reebok, c'est une marque, tous ceux qui sont nés, en fait, après 2000, voire, ils savent même pas que ça existe dans le monde du basket. Elle a perdu un peu du fait super. Et notamment dans le basket. Voilà. Et il dit, mais comment est-ce qu'on fait, quoi? Mais il dit, si moi, j'essaye de faire la même chose que tous les autres, mais jamais j'arriverai, en fait, à générer du business et à relancer, en fait, ma marque. Donc, c'est de se dire, OK, en tant qu'entrepreneur, on va faire des choses différentes. On va réfléchir différemment. On va être audacieux. On va avoir une culture. On va avoir en anglais, on dit une North Star, avec une étoile du Nord. On va suivre. Et c'est ça qui va, en fait, nous faire monter notre Kilimanjaro, mais tous les matins. C'est quoi cette North Star, justement, que tu suis? Mais en fait, c'est une forme, en fait, de, c'est une valeur. C'est une valeur autour de se dire, on a une mission à accomplir. Notre mission, en fait, c'est d'apporter de la clarté dans un monde complexe. C'est de pouvoir se dire que c'est pas parce que finalement il y a d'autres enjeux supérieurs qui arrivent que finalement on peut pas penser en fait au plus grand dessein, et de se dire mais le matin on se lève pour quelque chose qui va avoir un impact, et qui va avoir un impact qui transcende encore, comme je disais tout à l'heure, nos origines, qui transcende notre nationalité. Et en fait c'est ça mon étoile du Nord. Moi c'est ça qui me fait me lever le matin. Et quand tu parles d'impact, est-ce que tu as des chiffres en tête? Tu te dis, voilà, je veux atteindre tant de chiffres d'affaires, je veux accompagner tant de boîtes dans tant d'années. Est-ce que tu as cette dimension-là? On a une vision ambitieuse. Ok, c'est ça qu'on aime ici. Ici, on aime ça. Nous, on a fixé comme objectif dans les 5 ans à venir d'accompagner une 50aine d'entreprises. Ok. De contribuer à générer à peu près 500 millions d'annual recurring revenue. Ouais, ARR. D'ARR. Et en fait, c'est un chiffre qui sort pas de nulle part. Ouais. C'est un chiffre, en fait, qui correspond à peu près à retirer, en fait, sur le marché entre 2 et 3 millions de véhicules sur nos autoroutes. Parce que, in fine, c'est pour ça qu'on se bat. Pour ça qu'on va aller chercher, qu'on va pousser, en fait, des solutions innovantes. C'est pour pouvoir arriver, en fait, à notre objectif net zéro. Ok. De se dire, on réduit de 90-95% nos émissions. On a des énergies qui sont à 100% renouvelables. On a des modes de déplacement qui permettent de pouvoir, en fait, émettre zéro. Et en fait, c'est ça notre objectif. Notre leitmotiv. Ouais, tu fais ta part, en fait. Et voilà, le système, il est en train d'arriver, il va dans le mur. Moi, je pense que on peut rectifier la tendance. Et voilà, moi, je fais ma part. Non, c'est beau. C'est beau. Après, concrètement, certains vont se demander, ouais, mais est-ce qu'il y a les ressources pour faire tout ça? On a bien compris que toi, Sylvain, je veux dire l'humain, enfin le professionnel, mais ta personne, t'es équipé, t'es expérimenté, t'es ancré aussi d'un point de vue conviction, ce qui fait que c'est quelque chose qui va ruisseler.
Maintenant, est-ce que tes équipes vont suivre? Parce que tu vas pas être tout seul pour... comment est-ce que tu peux convaincre les gens que tes équipes vont suivre? Alors, on a déjà, hein, parce qu'aujourd'hui, on est déjà 7 chez Glexkel, à travailler et à adhérer en fait à ce projet. On cherche à recruter, enfin on commence tout simplement aussi à recruter, mais ça fait partie en fait de nos valeurs, tout simplement. Et si tu veux, il y a des opportunités. C'est pas uniquement un dream. C'est pas uniquement un dream, parce que si c'était qu'un dream, je serais pas là. Non. C'est pour ça que je parle de concrètement. Comme quoi, je disais, je suis entrepreneur. Ouais. Je suis entrepreneur aussi, et on veut générer du business, mais on veut le faire pour une vraie cause qui aura en fait un vrai impact. Et en termes de ressources, réussir à convaincre sur cette base-là, au-delà de l'aspect, on va dire, emblématique ou de la mission, il y a un réel potentiel business. Le Green Deal, c'est 750 milliards. 750 milliards de budget pour pouvoir y arriver. Ok. Donc, il y a des opportunités business. Et c'est maintenant qu'il est nécessaire, en fait, de changer de paradigme pour pouvoir se dire, OK, est-ce que je continue, en fait, à faire du business de manière linéaire, ou est-ce que je commence, en fait, à réfléchir à faire du business circulaire, en se disant, OK, comment est-ce que je fais? Et tous les business qui ont commencé, en fait, déjà à réfléchir à ça, eh bien, ils s'aperçoivent que, finalement, on a augmenté de 20% en fait notre part de marché. On a réussi en fait à trouver des relais de croissance en réutilisant nos propres produits. Ok. Regarde la marque. Bon, j'ai perdu le nom. Patagonia, pardon. Ouais, oui, voilà, bien connu. C'est un exemple. Ouais. Mais en fait, le problème de Patagonia, c'est pas tant que c'est un exemple. C'est qu'en fait, tout le monde cite ce même exemple. Mais bien sûr. Tu vois? Donc, il pourrait trouver d'autres exemples aussi. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais, alors, parce que tout le monde le connaît, donc tout le monde l'utilise. Oui, effectivement. Mais si tu veux, c'est un exemple frappant que tout le monde connaît parce que c'est du mainstream. Ouais. Et c'est du retail. Voilà, et c'est du retail. C'est des vêtements. C'est des vêtements. Ok. Mais il y en a d'autres. Et l'objectif, c'est d'encourager tout ça. Et toi, tu cherches donc des Patagonia. Enfin, là, c'est pas de la green tech au sens littéral, mais bon, c'est du green. Ouais, en fait, si tu veux, ce qu'on cherche à faire, c'est faire en sorte que un Patagonia-like utilise des solutions qui vont lui permettre de pouvoir devenir un Patagonia. Ok. Tu vois, qui existent. Qui existent en matière de logistique inversée. Comment est-ce que je maîtrise en fait ces flux pour pouvoir m'assurer que je puisse pouvoir faire en sorte que je vais mettre en place cette solution qui va éviter de détruire en fait mes invendus et de pouvoir en fait leur donner en fait une nouvelle vie. C'est ça. Et il y a des logiciels, il y a des solutions innovantes qui permettent de le faire. Et nous, notre mission, c'est de faire en sorte que ces solutions-là, elles soient connues de tout le monde. Ouais. On va diffuser les solutions, conseiller les entrepreneurs ou les dirigeants d'entreprise sur les solutions et implémenter les solutions pour tous les sujets de internationalisation. Absolument. Tu vois, la semaine prochaine, je vais à New York pour identifier et sélectionner des pépites autour du green building. Ok. Donc, smart building, réussir à trouver en fait des solutions qui sont innovantes et qui vont permettre de pouvoir en fait réduire de manière on va dire significative en fait la gestion ou les émissions en fait de carbone pour les pépites. Donc nous on va sourcer un peu partout dans le monde pour pouvoir identifier en fait les pépites. Mais il faut vraiment que tu parles avec Ibrahima parce que pour le coup on avait parlé de la dimension mobilité grâce au générateur à l'hydrogène, mais il y a une boîte, alors je sais pas quelle est la relation juridique entre ces deux boîtes, mais il y a une autre boîte qui fait justement de la smart city, smart building. Okay.
Je sais plus où est-ce qu'ils en sont. Je sais pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Mais effectivement, si toi tu peux accompagner ces boîtes-là, c'est clairement des problématiques pour lesquelles dont ils vont avoir besoin, quoi, tu vois. Donc je note. Souvent les auditeurs voient que des business se créent comme ça, des opportunités se créent en plein épisode, mais on en reparlera en off de comment on peut faire cette mise en relation. Mais ok, je vois très bien ce que tu veux faire. Je pense que tout le monde comprend mieux ce que toi tu veux faire. Quelles sont les prochaines étapes pour toi? Alors là, j'entends New York. Après, quoi d'autre? Après, en fait, on va en Inde. Ok. Donc courant novembre. Alors pourquoi New York? Tu vas me poser la question pourquoi New York, pourquoi l'Inde? C'est simple en fait, c'est les deux pourvoyeurs et créateurs en fait de start-up les plus importants. Ok. Et en matière de croissance aussi. Donc du coup c'est pour ça qu'on va là-bas. On va identifier de la même manière on sera présent dans le salon, dans le pavillon Green Tech là-bas, au Bangalore Tech Summit. Ok. Et donc ça c'est les 2 prochaines étapes. Ensuite étape significative, on a une plateforme sur laquelle tu travailles là depuis. De partner matching qui devrait sortir courant, allez, on va dire premier semestre 2026, qui va permettre de pouvoir accélérer la mise en relation entre un vendeur et un partenaire, et sur la base en fait de critères de nos 25 années d'expérience, ce qui va simplifier en fait la démarche. Et puis ensuite, ça va être de nous espérer que effectivement on puisse pouvoir atteindre nos objectifs, hein, tout simplement. Hein. Il y a qu'à travailler. Mais voilà. Plus qu'à travailler, il y a rien d'insurmontable. Et en fait, c'est ça le point qui est important pour moi et pour l'ensemble des équipes de Glexcale, c'est que on croit pas nécessairement en la chance. C'est pas la chance qui a fait que je suis en face de toi aujourd'hui. On est des besogneux. On travaille, on croit en cette valeur en fait de la méthode, de l'apprentissage permanent. Et ce que je te disais tout à l'heure, des technologies qui arrivent, et c'est un tsunami de technologies, et il faut être en permanence maximiser en fait leur potentiel pour pouvoir les utiliser, et nous c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on veut en fait apporter à nos clients. Et en fait, on croit au travail, on croit aux résultats. C'est toujours ce qui a drivé finalement nos succès. Et Glexcale en fait en est le fruit, tout simplement. Mais quand tu dis la science, on a peut-être des fois du mal à matérialiser, tu vois. Dans quelle mesure toi ton approche elle est scientifique, méthodique et besogneuse, ça c'est facile, on voit très bien, mais méthodique et scientifique. En fait, c'est marrant parce que c'est en rebond avec mon frère qui est un ingénieur informatique et qui me posait la question. Il me disait, mais Sylvain, comment tu fais quand le mois il se termine, le nouveau mois il commence, et en fait t'as déjà un objectif de plusieurs millions sur la tête. Ok. Comment tu fais Comment tu fais pour vivre avec ça, avec cette pression? Comment tu fais? Et en fait c'est donc ça me fait sourire parce que finalement ça revient à cette question, tout à fait. de se dire mais comment est-ce qu'on fait? En fait on a comme je disais, une méthodologie. On sait que on doit atteindre 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, par exemple. On connaît en fait notre panier moyen par client. On sait quel est notre taux de conversion de clients. On sait que on close un client sur 2, voire un client sur 3 ou un client sur 4 en fonction du produit. Tout à fait. Et donc du coup, après, mathématiquement, on va savoir que du coup, si on close un client sur 4, ça veut dire qu'il faut qu'on ait au moins un minimum 4 opportunités pour en closer un. Et ensuite, sur ces 4 opportunités, ça c'est 4 opportunités avec lesquelles on a discuté, on a remis une propale. Donc sur ces 4 là, combien on en a eu avant qui nous ont pas donné de réponse, etc. Et en fait, si tu veux, on remonte avec toute cette data. Maintenant, on a beaucoup de data qui nous permettent de se dire, OK, on sait que maintenant, tous les jours, il est nécessaire d'être en contact minimum avec une trentaine de prospects sur
auparavant, en fait, ce que je disais auparavant, c'était au téléphone. Maintenant, on a 4, 5 canaux différents pour pouvoir, en fait, y aller. Donc, le marketing, pour nous, est clé. Ouais. Et tu arrives à traquer chaque canal? Comment, tu vois? Parce que, bon, là, c'est plus une question presque d'entrepreneur à entrepreneur, tu vois? Mais moi, j'ai remarqué que j'arrive à atteindre mes objectifs, mais je sais pas te dire comment j'ai atteint l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je me donne un objectif d'avoir 100, mais j'ai pas l'ingénierie en amont qui te permet de dire, bah, c'est parce que j'ai utilisé tel canal. Et donc, si je veux le reproduire, bah, inutile de taper sur 3 portes. Je tape juste sur cette porte-là, tu vois. C'est une bonne question. Maintenant, on peut vraiment aller très très loin dans la granularité des données pour pouvoir savoir en fait qu'est-ce qui fonctionne mieux ou moins bien. Nous, souvent, en fait, on fait beaucoup de A/B testing qui permet de pouvoir en fait se dire bah tiens, on va faire du reverse engineering et on va se dire ok, ça marche bien, donc on va faire. On a parlé que du chinois. A/B testing, reverse engineering. Mais je vais expliquer après, t'inquiète pas, vas-y. Et du coup, voilà, on fait, on teste, on échoue et on recommence. Ok. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est pas, vas-y. Après, on a tellement d'expérience au sein de l'équipe. On n'a pas beaucoup de juniors, j'avoue. On a beaucoup de personnes avec beaucoup d'expérience. Et du coup, en fait, on a la chance de ne pas avoir en fait à essuyer tous les écueils du démarrage où tu perds beaucoup de temps, tu perds beaucoup d'énergie à aller courir derrière des moutons à 5 pattes et tu te dis et finalement ça arrive à rien du tout. Donc on a en fait on est laser focus hein, comme on dit, tu vois, on arrive à identifier, de se dire bah tiens, là c'est même pas la peine d'y aller. Tu vois. Donc parce qu'on a cette expérience là maintenant dans notre domaine et c'est pour ça qu'on est niche en fait. C'est aussi simple pour ça qu'on est très niche dans notre approche en termes d'engagement avec des partenaires. On le fait pas autre chose. On le fait dans la green tech. On est très très niche parce qu'on est expert dans le métier, on le maîtrise. Après demain pourquoi pas, tu vois, ouvrir et faire comment dirais-je davantage. Mais pour le moment on reste là où on est sûr de pouvoir délivrer des résultats. Ok. A/B testing, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de tester la même solution mais plusieurs fois, enfin sur le même sujet. Par exemple, tu prends, je sais pas, ta newsletter et tu vas tester jusqu'à trouver la bonne solution. Et reverse engineering, c'est tu vois comment une chose a fonctionné et tu essaies de découper les précédentes étapes, comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat-là. Et effectivement, ce que tu viens de dire, c'est fondamental. Et je pense que c'est votre gros apport véritable, c'est la question de l'expérience, quoi. Tu vois. C'est effectivement quand t'as fait plusieurs fois quelque chose, tu vas plus vite pour dire non mais évacuons ces situations parce que j'ai testé 10 fois et à chaque fois j'ai tapé poteau. Donc alors que à chaque fois qu'on tape là, ça fonctionne, tu vois. Ah, absolument. Et puis en fait, si tu veux, et là ce qu'on est en train de faire, c'est que justement on est en train de modéliser en fait toute notre expérience. Pour pouvoir faire en sorte que justement, tu vois, on puisse pouvoir faire en sorte que des jeunes qui rentrent dans GlexScale puissent pouvoir appliquer en fait la méthodologie. Donc on est en train de la modéliser. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est tout l'enjeu, tout l'enjeu, avoir des bons process. C'est quelqu'un qui vient, qu'il puisse bénéficier de votre expérience. Et en fait, ça c'est de la transmission en fait que vous faites. Hein. C'est ça, vous transmettez à cette nouvelle génération les outils et l'expérience dont vous bénéficiez. Et est-ce que tu as un conseil que tu as envie de donner s'il y a un entrepreneur qui nous écoute là et qui a une solution qui est pertinente, qui veut aller à l'international, est-ce que tu as un conseil à dire mais attention à ça, ce serait quoi? Si j'ai un conseil à donner, c'est si vous pensez en fait quand vous êtes en train de rédiger le job descriptif pour quelqu'un qui va vous accompagner à l'international et que vous vous dites ah ouais mais en fait on a mis trop de choses là, ça va pas, on va pas réussir en fait à trouver quelqu'un. Quelqu'un qui doit à la fois en fait nous dire comment faire pour y aller, qui doit en même temps mettre en place ses propres KPI, qui doit en même temps pouvoir aller être sur le terrain et générer du business lui-même, c'est-à-dire qu'on va lui mettre un objectif sur sa tête, plus
en même temps quelqu'un qui sait parler français, anglais, italien, espagnol. Là, posez-vous. Là, dites stop. Prenez du recul et dites-vous, OK, il y a quelque chose qui va pas. Il faut qu'on repense la manière dont on va y aller. Ok. Moi, je croyais que tu allais dire, là, c'est bien parce qu'en fait, tu as besoin d'une agence et pas d'une personne. Tu vois ce que je veux dire? Ou d'un cabinet et pas d'une seule personne. Parce qu'en fait, si t'es un truc, là, l'exemple que tu es en train de donner, pour moi, c'est le mouton à 5 pattes, tu vois. Mais oui. Alors que finalement, une agence, elle peut avoir 5 pattes. Enfin, un cabinet, il peut avoir 5 pattes. En fait, c'est là. Alors, moi, je suis resté en fait sur l'étape, mais tu vois, au-dessus. Oui, okay. Mais l'étape d'après, en fait, si tu veux, c'est le déclencheur. Le déclencheur de se dire, mais attention, là, on veut recruter quelqu'un. On a envie d'aller à l'international, mais on veut tester. Et là, en fait, on lui dit, OK, on va embaucher quelqu'un. Mais en fait, c'est ce mouton à 5 pattes. Et ce mouton à 5. Et à partir du moment où il commence à identifier que finalement, ce profil-là, c'est un profil à 5 pattes, là, dites-vous, repensez, en fait. C'est ça ce que je dis. Après, est-ce que c'est le bon moment d'y aller? Ça veut dire que parce que si vous cherchez un mouton à 5 pattes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à investir le montant nécessaire tout à fait, pour pouvoir vraiment y aller, pour pouvoir avoir plusieurs profils. Quelqu'un qui va faire du field marketing, quelqu'un qui va faire en fait qui va s'occuper de la relation client là-bas, quelqu'un qui va s'occuper en fait de la partie comment dirais-je, service après-vente par exemple, enfin ce genre de choses. Et donc vous voulez en fait tout squeezer sur une seule tête ou deux. Donc là, ça veut dire qu'il faut se poser la question en se disant, OK, c'est pas la bonne approche. Là, j'ai deux options. Soit je vais chercher plus de fonds. Et là, je peux potentiellement me dire, bah tiens, je vais prendre du conseil et machin, etc. Et je peux potentiellement pouvoir le faire. Ou de se dire, OK, j'externalise. Je passe par une entreprise éventuellement comme Glexcal et de se dire, OK, là, j'ai une solution clé en main. Et là, je peux faire. Et là, c'est pas comme si je vais aller chercher effectivement un mouton à 5 pattes, etc. Parce que là, nous, on a tout in-house. Oui, c'est ça, vous êtes un couteau suisse. Absolument. Ok. Clair? Très, très clair de mon côté. Est-ce que tu as tout dit? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Parce que j'ai l'impression d'avoir bien creusé le sujet, mais peut-être que j'ai oublié quelque chose. Non, moi, le seul élément, en fait, c'est que... Enfin, vraiment, en tout cas, que j'ai envie de partager avec toi, c'est que au-delà de générer du business, en fait, on est en mission. Et en fait, on veut aussi recruter des personnes qui ont ce même sentiment, cette même émotion, lorsqu'en fait, on parle du futur. Lorsqu'on parle, en fait, de qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir. Et que finalement, et l'ensemble des obstacles qu'on va rencontrer, c'est rien par rapport en fait à ce qu'on va accomplir, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que là, on est en cours de recrutement d'un analyste marché, d'un business développeur aussi. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'ils puissent pouvoir embrasser cette, tu vois, cette notion de mission qu'il a à accomplir, parce que c'est aussi formidable. Parce qu'on est en train de vivre cette transition, tu vois, je vais reprendre une expression, alors après, qui est apolitique, mais d'une période d'abondance à une période où on doit être plus fin. Ouais, frugal. Plus, la frugalité. tu vois, plus on doit être smart avec notre manière en fait d'agir, notre comportement et pas forcément en fait dans une dimension négative ou une dimension de culpabilité. Tu vois, on est plus dans une approche où OK, maintenant on sait, on a les données, on a les chiffres, on se retrousse les manches et on regarde pas est-ce que le voisin il fait ou pas. Moi j'y vais. Tu vois, et en fait, c'est cette culture-là qu'on a déjà au sein de Glexcal aujourd'hui et que je souhaite finalement faire grandir pour pouvoir en fait se dire, on regarde pas ce que font les autres. Nous, on est intéressé par le succès et l'objectif en fait que l'on poursuit. Merci Sylvain. Merci à toi. C'est très clair.
Et c'est très engagé, très ancré aussi, c'est ça qui nous intéresse. Je pense que dans la dimension Ubuntu Business dont je parle souvent, je dis que nous, normalement, on devrait être écolo, tu vois. Ça doit être de base parce que les traditions ancestrales, africaines, afrodescendantes, des traditions qui sont proches de la nature, qui ont compris que la création divine, pour ceux qui croient, en tout cas, elle est autant à respecter que les gens qui respectent le divin. Et normalement, on devrait tous avoir cette approche-là. Et concevoir, en tout cas, voir que toi, tu vas et que tu vas pas mollo, tu vois. Tu vas à 200% au point d'être très exigeant avec ta clientèle. Bah, c'est encourageant et c'est le genre d'initiative qu'on doit promouvoir, mettre en avant. J'espère que Glexcal aura une longue vie, tu vois, et qu'elle aura le nombre de dossiers qui lui permettraient d'atteindre ses objectifs et d'impacter véritablement notre économie. C'est ça vraiment le sujet, d'impacter l'économie parce que derrière, si vous remplissez votre mission, bah, finalement, le monde s'en sortira mieux, Absolument, quoi, absolument, véritablement. absolument. À tous, merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que vous avez beaucoup appris, que tous ceux qui ont envie ou qui aspirent ou qui connaissent des gens qui aspirent à aller à l'international, vous avez trouvé le partenaire qu'il vous faut. Là, il s'agit donc de l'externalisation de la stratégie d'internationalisation. C'est bien ça? C'est ça. Donc, voilà. Glexscale, vous avez toutes les informations en commentaire. Bonne semaine à chacun et revoyez vos ambitions à la hausse. À ciao tout le monde. Salut Tanguy.